Qui êtes-vous? Une émission d'André Gillois. Aujourd'hui, Qui êtes-vous? Bernard Blier, suivi de Qui est-ce? Avec Madame Simone, André Labarthe, Jean Auberlé, François Perrier, Roger Stéphane et le concours des auditeurs. Émission réalisée avec la collaboration d'Alain Alliou, Maurice Béard et Gaston Morphée. Montage Jacques Guinchard. Aujourd'hui, nous allons poser la question « Qui êtes-vous » à l'un de nos plus célèbres, de nos plus justement célèbres comédiens, Bernard Blier. Bernard Blier, tout le monde évidemment connaît votre visage, et je pense que vous-même vous le connaissez puisque vous avez l'occasion souvent de vous voir à l'écran. Et l'on se demande toujours ce que cache un visage. On se demande aussi de quoi est composé réellement ce caractère que l'on vous connaît, d'autant plus qu'on le connaît surtout par vos personnages. Alors, c'est une question que vous vous êtes peut-être déjà posée vous-même. Je vais donc commencer par vous demander de nous dire qui vous êtes, et ensuite nous essaierons de voir si vous avez raison. Alors, qui êtes-vous? Moi, je me le demande un peu. Je crois, vous m'avez dit qu'on connaissait mon caractère d'après les personnages. Je me permets de vous contredire tout de suite. Je crains que ce soit une erreur parce que les comédiens, à mon avis, n'ont aucun rapport avec les différents rôles qu'ils jouent. C'est une idée que se fait le public. Mais je crois que nous sommes tous capables d'être très différents de ce qu'on attend de nous. En ce qui me concerne, c'est très délicat de parler de moi, mais enfin, je crois que il m'arrive de jouer des personnages qui, quelquefois, ont des rapports avec mes comportements, avec mes attitudes, avec ma façon de penser. Mais très souvent, je joue ce qu'on appelle le Terre-Neuve, l'ami au cœur fidèle, le sacrifié et le... C'est pas vrai du tout. Je crains que non. Non, je ne suis pas un Terre-Neuve. Pas un ami fidèle? Si, ça je peux être un ami fidèle dans certains cas. Dans des cas rares, parce que l'amitié est une chose assez rare, mais je ne suis pas exactement le personnage que l'on voit couramment. Enfin, couramment. J'ai toujours, d'ailleurs, ce qui tend à confirmer ce que je vous dis, c'est que j'ai, comme tous les acteurs, le désir de jouer autre chose que ce qu'on me fait jouer. Et pour me résumer, ce que vous avez dit tout à l'heure ne correspond pas, à mon avis, à ce qui est en réalité. On me fait jouer des gens tendres, délicats, gueulards ou contrariés ou en prise avec des difficultés, ça n'est pas le cas. Je crois que ma position normale est celle d'un Français moyen, qui fait un métier, qui est un métier de comédien. Ça s'est trouvé comme ça. J'aurais pu être ébéniste ou professeur. Professeur, je crains que non, mais enfin, ébéniste peut-être. Ma position aurait été la même. Alors à ce moment-là, j'aurais correspondu à un physique. Mais non, maintenant, ça n'est pas le cas. Je crois que je suis surtout un monsieur qui regarde les choses dans la vie avec le plus de curiosité possible. J'aime bien examiner les gens, les choses, et au besoin en faire profiter les spectateurs, puisque spectateurs il y a dans mon cas. Maintenant, je suis sensible à beaucoup de choses, je ne sais pas si ça vient de ma curiosité, je suis très émotif, je suis facilement pleurnichard, le moindre spectacle tendre, douloureux, me fait facilement pleurer, rire, mais enfin je suis perméable à toutes les manifestations, quelles qu'elles soient, artistiques, internationales, politiques, sportives. Enfin, je reçois avec joie tout ce que je peux examiner. Maintenant, les gens qui me connaissent bien vous diront que je suis coléreux, ça, il n'y a pas de doute. Je ne suis pas excessivement coléreux, mais enfin je suis ce qu'on appelle la soupe au lait. Je me mets en colère très brusquement et souvent, et ça s'arrête assez vite. D'ailleurs, quand on me démontre que j'ai tort, je m'arrête, je suis pas têtu. Je suis pas têtu, sauf pour certains cas qui sont des cas professionnels. Alors là, je m'entête avec vigueur. Ça rejoint un autre défaut que j'essaye de trouver, que j'ai du mal à analyser. Je ne suis pas maniaque, je suis précis, à mon avis. Je suis maniaque dans mon travail, mais précis dans la vie. Par exemple, vous me demandez d'arriver à 10 heures, j'arrive à 10 heures. Mais à 10 heures, juste, c'est une maladie. Je n'ai jamais raté un train. Je voudrais bien une fois rater un train, pour voir ce que ça fait. Ça ne m'est jamais arrivé. Je ne sais pas si c'est une forme de la maniaquerie d'être précis à ce point-là. Enfin,
pour ne pas me donner trop de compliments et ne pas être le monsieur qui est précis, j'ajoute, je répète que je suis maniaque dans mon travail, à un point extraordinaire, et de plus en plus. En plus de ça, je suis très inquiet, toujours, pour tout. C'est peut-être pour ça que je suis à l'heure. Si je suis inquiet, si je ne rate pas mon train, c'est peut-être parce que je suis inquiet, ça doit être la même chose. À part ça, mon Dieu, je suis indécis, il m'arrive très souvent de réfléchir pendant 20 minutes en me disant qu'est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce que j'ai fait. C'est une forme de la distraction, mais il y a tout de même une forme d'indécision. Ça doit être un cas pathologique, vous allez me dire ça tout à l'heure, mais enfin, je n'ai pas de lunettes, alors je ne cherche pas mes lunettes, mais il m'arrive très souvent, en partant de chez moi, de vouloir rentrer, d'abord d'avoir oublié mes clés, ce qui est courant, mes papiers, ce qui est encore très fréquent, et ensuite de sonner dans l'appartement, de sonner à la porte, de rentrer dans mon appartement et de me dire mais qu'est-ce que j'ai oublié. Enfin, ça peut durer très longtemps. Ça ne dure jamais bien longtemps parce que je suis très aidé, mais enfin, il m'arrive des tas de mésaventures. À part ça, ben, mon Dieu, je suis conformiste dans certains cas et anticonformiste dans d'autres cas. Je crois être un peu conformiste en ce qui concerne mon métier et les expressions de mon métier. Je crois aux traditions. Je crois qu'il faut garder dans notre métier de comédien certaines attitudes, certaines... exactement, je suis conformiste dans la façon d'apprendre notre métier. Je crois à la rigueur de l'enseignement dramatique, à la progression normale du comédien dès son jeune âge, à l'enseignement que lui donne le public, à l'enseignement que lui donnent les textes. Enfin, j'aime les filières, j'aime les suivre en ce qui me concerne, et j'aime aussi que les gens qui sont autour de moi les suivent. C'est un souhait que je formule, que la plupart des jeunes comédiens aient des formations exactes, précises et classiques. Maintenant, je suis anticonformiste en ce qui concerne différentes manifestations de notre époque, telles que l'armée, la justice, les autorités usurpées. Je suis contre les receveurs d'autobus qui font de l'autorité. Je suis contre tous ces personnages. Enfin, je cite les receveurs d'autobus. Enfin, ça, je suis particulièrement sensible à ce que l'autorité peut avoir de gratuit. Voilà, je cherche encore ce que je peux vous dire, mais ça devient très compliqué maintenant. Bon, bah écoutez, maintenant, je vais vous poser un certain nombre de questions auxquelles vous répondrez, je pense, de façon précise. Est-ce que je ne peux pas lui demander de préciser une des choses qu'il a dites que je n'ai pas compris? Si, je vous en prie. Voilà, il nous a dit que ça s'était trouvé comme ça, qu'il soit acteur et non pas ébéniste. Or, je ne comprends pas très bien comment ça peut se trouver comme ça. À moins qu'il n'ait été une famille d'acteurs, Non, je suis d'une famille de biologistes. Vous voyez que ça n'a aucun rapport. Non, je ne sais pas, j'ai toujours pensé au métier de comédien. Oui, mais alors c'est vous qui l'avez trouvé comme ça, mais ce n'est pas du tout lui. C'est pas, je me rappelle que Sacha Guitry avait dit nous ne prenons pas notre métier, c'est le métier qui nous prend. Je ne sais pas, je n'ai jamais analysé la question. Quand j'étais tout gosse, je me suis dit, ben, je ferai du théâtre, ça va être normal. Et, ben, il a fallu que mes parents adoptent cette idée, ils l'ont adoptée très gentiment d'ailleurs, après m'avoir fait terminer mes études. Mais je n'ai jamais envisagé de faire autre chose. Et encore maintenant, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Oui, mais alors c'est bien vous qui avez pris la décision. Ça, c'est pas du tout des hasards. Oui, mais j'ai jamais réfléchi à ça. Je crois que finalement, vous avez raison et que le mot de Guitry est valable. Parce que tout ça s'est fait inconsciemment. C'est peut-être beaucoup plus vieux que ma 12e année. Bon, alors maintenant, je prends ma liste de questions et je commence. Quel est pour vous, Bernard Blier, le comble de la misère? Eh bien, je crois que le comble de la misère est pour un homme ou pour une femme l'impossibilité de donner à des enfants ce dont ils ont besoin. Où aimeriez-vous vivre? À Paris, pas de doute. Pour quelle faute avez-vous le plus d'indulgence? Pour les fautes provoquées par la misère. Oh, je crois, oui. Quels sont les héros de romans que vous préférez? Bah, ça, j'avoue que je n'ai pas de précision. J'aime beaucoup les héros de romans, j'en aime des quantités, alors je ne peux pas vous dire lesquels exactement. Vous ne voulez pas vous découvrir? Non, je ne veux pas me découvrir, non, mais je les aime tous. Quel est votre personnage historique favori? Bah là, je ne sais pas non plus. Je n'ai jamais réfléchi à ça. Je voudrais bien en avoir un, mais je n'en ai pas. Je me méfie en général des personnages historiques. Vos héroïnes favorites dans la vie réelle? Ben, dans la vie réelle, enfin, des héroïnes favorites connues ou inconnues? Connues de préférence. Oui. Bon, j'en vois pas, je suis navré pour les héroïnes
actuel, mais enfin, Ah non, même dans le Dans passé. le passé, oui. Dans le passé, non, non. Enfin, il y a une femme que j'aime beaucoup, c'est la femme anonyme qui a du mal dans la vie. Je trouve que c'est une forme d'héroïsme quotidien et éternel. Vos héroïnes dans la fiction. Un personnage de roman, de pièce. Oui. Eh bien, je crois qu'il y a un personnage qui est très méconnu, c'est Henriette des femmes savantes. C'est une femme charmante, délicieuse, intelligente. C'est une jeune fille qui n'est pas béate ni complètement abrutie par l'ingénuité. Non, elle a des réactions normales et en général parfaites. Votre peintre favori. En ce moment. Ah, Oui, ben, en ce vous moment, avez le droit de changer, remarquez. Oui, j'ai le droit de changer. Ben, je n'ai pas beaucoup changé. Je crois que j'ai une grande crise d'amour pour Briançon. Votre musicien favori. Mozart. Votre qualité préférée chez l'homme. La franchise et le talent, surtout le talent. Votre qualité préférée chez la femme. La franchise et le talent. Votre vertu préférée. La pureté. Chez l'homme et chez la femme, je spécifie que la pureté est aussi importante chez un homme que chez une femme, à mon avis. Votre occupation préférée. Mon travail. Qu'auriez-vous aimé être? Vous avez déjà à peu près répondu, mais enfin. Oui, comédien. Quel est l'âge de la vie qui vous semble essentiel? 40 ans pour un homme, parce que je ne les ai pas encore, mais enfin, je crois que c'est tout de même un âge important. Enfin, entre 40 et 50 ans, c'est la pleine maturité. La pleine maturité. Avez-vous acquis votre position actuelle par un développement continu de vos tendances et de votre formation ou par une rupture continuelle avec vos précédentes positions? Ma position, ben, je l'ai acquise par un développement normal. Je n'ai jamais fait de rupture, et j'espère ne jamais en faire. La forme d'expression qui est la vôtre vous suffit-elle ou avez-vous le sentiment qu'elle vous limite? Elle me suffit pour le moment. J'ai eu des chances qui m'ont permis d'exprimer certaines choses. Enfin, ça, ça touche à un problème différent. Je crois que la question, en ce qui concerne les comédiens, n'est pas très précise, parce que les comédiens sont des gens qui expriment ce qu'a fait un auteur. Je crois que nous sommes des gens, nous sommes des artisans, pour reprendre la formule de Jouvet. Non, je crois qu'il faut comprendre surtout, avez-vous le sentiment que le métier de comédien vous permet d'exprimer toutes les formes de votre personnalité? Oui, ça oui, oui, je crois, oui. Que regretterez-vous le plus en mourant et comment voudriez-vous mourir? Bah, en mourant, je regretterai les miens, si toutefois ils me regrettent. Enfin, j'espère. C'est conditionnel? Ah bah, si jamais il m'est arrivé le malheur qu'ils ne me regrettent pas et qu'ils souhaitent ma mort, à ce moment-là, je trouverai autre chose à regretter. Mais je ne pense pas que ça puisse arriver, tout au moins je l'espère. Comment je voudrais mourir? Bah, subitement, naturellement. Y a-t-il pour vous plus de plaisir à plaire ou à convaincre ou à provoquer? À plaire. Y a-t-il un auteur qui vous paraisse représenter la vérité au point de modifier votre opinion suivant la sienne? Non, non. Beaucoup d'auteurs modifient mon opinion. Je rejoins tout ce que je disais sur les personnages de romans. J'adore lire et je trouve dans beaucoup de livres des moyens de varier mon attitude, mes aspirations. Quelle est la première émotion de votre vie? Ça, je n'ai pas de souvenir précis. Il y en a eu certainement beaucoup, mais je n'ai pas de souvenir précis là-dessus. À quel âge avez-vous vu pour la première fois un cadavre et quelle a été votre réaction? Oh là là. Je crois que ça... Je devais avoir 12 ans, j'ai vu le cadavre de mon grand-père. Ma réaction, je ne m'en souviens pas. J'ai eu du chagrin, mais enfin, c'était... Je trouvais ça normal. Il était très âgé, il est mort. J'ai eu un chagrin qui dépendait certainement de l'attitude de mon grand-père vis-à-vis de moi, enfant, plutôt que de... Je n'ai pas eu d'émotion précise. Pourriez-vous tout quitter, famille, situation, habitude, pour recommencer votre vie? Oh là là, je crois pas, non. D'abord, qu'est-ce que vous appelez recommencer sa vie? Une existence différente, dans un pays différent, sur un plan différent. Non, je crois pas. J'aime bien rester où je suis, en général. Aimez-vous la vie dangereuse? Non, oh là là. Un bonheur vous paraît-il plus grand s'il est public ou s'il est caché? Aucune importance. Un bonheur peut être immense public et immense caché. Le bonheur, il est comme il est. C'est très juste, d'ailleurs. C'est bien, c'est bien. L'élimination d'un adversaire vous paraît-elle une opération nécessaire ou vous procure-t-elle un plaisir? C'est une opération nécessaire, mais elle me procure plus de faux regrets que de plaisir. Que feriez-vous si on vous accordait 3 actes de puissance absolue? Oh là là,
C'est une question merveilleuse. Il y a tellement de choses à faire. Beaucoup de bêtises aussi. Oui, oui, oui. Je crois que, j'ose le dire, je supprimerai les fameuses autorités usurpées. En l'occurrence... Les contrôleurs d'omnibus. Non, là, je vais plus loin. Les contrôleurs d'omnibus, il en faut, c'est parfait. Mais je supprimerai, mettons, disons-le sincèrement, le service militaire. Ensuite, je crois que j'aimerais que l'enseignement soit gratuit à tous les échelons de l'enseignement. Qu'on facilite les choses pour des gens qui veulent perfectionner leurs connaissances. Enfin, je parle surtout pour les étudiants, parce que je ne fais pas de la démagogie, ni je ne cherche pas à vous apitoyer, je sais que vous êtes impitoyable, mais... Oh là là. Mais je pense fréquemment aux difficultés actuelles des étudiants. Puis ensuite, je cherche un troisième acte autoritaire et un peu gratuit. J'aimerais bien qu'on autorise les gens à filmer dans les cinémas. Et dans les studios. Dans les studios, oui. Enfin, dans les studios, on peut encore truquer, mais dans les cinémas, je trouve ça idiot. C'est une victoire allemande, ça. Avant la guerre, on fumait dans les cinémas. Depuis que les Allemands sont venus, on ne fume pas dans les cinémas. Il paraît que le règlement est très vieux, mais enfin... Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Je ne vais très peu au cinéma à cause de ça. Oui, monsieur, on ne sait pas pourquoi. C'est une des seules victoires allemandes. Et dans les théâtres? Ah, dans les théâtres, je comprends qu'on ne fume pas parce que ça gêne les comédiens. Mais ils fument, eux. Et ils fument, oui. Marguerite Moreno disait que la fumée des autres la gênait et elle fumait 6 paquets de cigarettes par jour. Bon, enfin, nous connaissons vos actes de puissance absolue. Dans quelle époque auriez-vous préféré vivre en admettant que votre condition vous ait permis d'y participer suffisamment? Ah ben, j'aime bien un prince charmant qui est un homme... très aimé de Jean Eiffel et qui s'appelle Armand Fallières. Je trouve que c'était une époque parfaite. Oui, vous l'avez manqué de peu, en somme. Oui, enfin de peu quand même. On regarde l'éternité. Oui. Auriez-vous aimé faire un métier manuel et lequel? Non, je ne crois pas que j'aurais aimé faire un métier manuel, parce que je vous dis, j'ai toujours pensé au métier d'acteur, mais enfin, j'aurais aimé, comme je suis savoyard, que j'adore la montagne, j'aurais bien aimé être guide, enfin avoir un métier en montagne. Si j'avais fait un métier manuel, je crois que je ne l'aurais pas fait à Paris. Surtout moi, j'aurais essayé. Enfin, je dis guide, j'aurais aimé vivre à la montagne, avoir une vie à la fois paysanne et élevée sur le plan de l'altitude. Enfin, une dernière question. À quel âge avez-vous senti que vous quittiez l'enfance? Bon, je n'ai jamais cherché, je crois que je ne la quitterai jamais, enfin j'espère, tout au moins. C'est une réponse que tout le monde doit vous faire, mais... Mais non, ne croyez pas ça. Non, j'espère ne pas avoir quitté l'enfance. Bon, eh bien... Est-ce que l'un de vous, messieurs, sur cette série de questions et de réponses, a quelque chose à dire ou quelques questions nouvelles à poser à Bernard Blier? Moi, je voudrais demander à Bernard Blier ce qu'il pense qui arrive après la mort. Ah oui, ça c'est la question favorite d'Emmanuel Berle, ne vous impressionnez pas. Non, je ne m'impressionne pas du tout, je n'en sais rien, je ne sais pas. Non, ça vient. Je ne suis pas catholique, je n'en sais rien, et je ne veux pas prendre position. J'espère qu'il y a quelque chose, quand même. Non, mais ce que Emmanuel Berle voulait savoir, quel était votre sentiment? Comment concevez-vous que ça se passe? Ben, j'ai malheureusement peur qu'il ne se passe rien. Bon. Avez-vous d'autres questions, Jean-Pierre Morphée? Et vous vous sentiriez très rassuré dans la vie actuelle s'il se passait quelque chose, ou vous auriez le sentiment que ce sont des choses indépendantes, qui ne sont pas liées? Attendez, je ne comprends pas bien votre question. Vous dites, j'ai peur, malheureusement, qu'il ne se passe rien. Oui. Ce qui fait que tout de même, si vous aviez le sentiment qu'il se passait quelque chose, votre vie actuelle en serait d'abord conditionnée et ensuite plus heureuse. Ou bien ce sont deux choses différentes, vous passeriez d'une frontière à l'autre. Je ne sais pas, je n'ai pas analysé ça. Je crois que le secours de la religion, dans ces cas-là, peut donner des réponses que je ne peux pas donner, vous comprenez? Je n'ai jamais pensé à ça, je ne l'ai jamais analysé. Et je ne crois pas que si je connaissais l'au-delà, pour parler comme l'autre, eh bien, je ne modifierais pas mon attitude. J'essaierais de croire que si l'au-delà doit être terrible, eh ben, mon Dieu, c'est pas si terrible que ça. Enfin, je le truquerais, quoi. Bernard Blier n'a pas d'angoisse métaphysique. Non. Oui. Ce n'est pas mon avis. Maurice Vous feriez le Clavel. mur de l'absolu. Maurice Clavel. Une observation. Bernard Blier a bien pris le soin de nous préciser, à propos de ses rôles, que lui, personnellement, n'était ni Terre-Neuve, ni ami fidèle, ni sacrifié. Pas pour un peu, il dirait presque que je serais plutôt dans le genre Gouja. Et or, il vient de nous formuler les souhaits les plus tendres et les plus altruistes qui soient. Il a donné une définition de la misère qui est la plus émouvante. Alors, je voulais lui demander de faire le point
Oui, oui, dans le fond, vous avez raison, parce que je n'aime pas cette accumulation de personnages que l'on me fait jouer, que j'essaye d'éviter, que j'évite de plus en plus. Non, ce que je veux vous dire, c'était que vous disiez de vous oublier à la ville, n'est-ce pas? Et Dieu sait pourtant si je ne suis ni Terre-Neuve, ni ami fidèle, ni sacrifié. Et vous donnez de temps en temps des souhaits d'amis fidèles et de Terre-Neuve. Oui, alors ça, je peux très bien l'expliquer. On peut être Terre-Neuve, on peut avoir de l'amitié et être sacrifié. Mais ça n'empêche pas d'avoir d'autres attitudes qui ne correspondent pas avec le goût de l'affection, du sacrifice. Mais vous n'êtes pas seulement cela. Non, je ne suis pas seulement Est-ce que cela. vous croyez, je crois que c'est une question à poser, plutôt égoïste ou plutôt altruiste? Je ne suis pas égoïste. Pas Je égoïste. crois pas, non. Jean-Pierre Manfait? Est-ce qu'il vous est arrivé quelquefois, dans un rôle, dans un texte qui vous était remis ou dans l'interprétation d'un de vos rôles, de rencontrer tout à coup, avec surprise, un trait de caractère qui coïncidait avec le vôtre? C'est-à-dire, est-ce que l'interprétation d'un rôle vous a appris quelque chose sur vous? Appris, non, mais enfin, j'ai certainement rencontré, je crois inconsciemment, parce que je ne cherche pas à analyser ce que je fais, je me méfie des comédiens qui analysent, mais j'ai certainement rencontré des points communs. C'est ça, il ne vous est jamais arrivé de vous dire, fût-ce simplement par l'aisance que vous avez eu à trouver immédiatement le geste ou l'attitude juste, mais au fond, ça, c'est moi. Non, je n'ai jamais réfléchi, ça a dû se faire inconsciemment. Remarquez, je voulais vous demander tout à l'heure aussi pourquoi vous disiez qu'il y avait si peu de rapport entre les comédiens et leur rôle. Parce que je suis frappé que la plupart des comédiens disent ça. Or, il semble qu'on donne un emploi à un comédien précisément d'après sa personne, d'après son physique, d'après... Oui, d'après sa son physique, oui. Mais son physique a généralement un rapport avec lui, n'est-ce pas? Alors ça, je ne sais pas si le physique a un rapport avec le... À partir d'un certain âge, en tout cas. Oui, je crois qu'on engage les comédiens parce qu'ils correspondent à ce que l'auteur a voulu faire. Docteur Martin? J'allais précisément faire allusion au point que Emmanuel Berle a soulevé. En effet, la remarque que je veux faire ne s'adresse pas seulement à Bernard Blier, mais à tous ses confrères. Le fait de refuser d'accepter l'existence d'un rapport entre le rôle que l'on donne et sa propre personnalité se rencontre trop fréquemment chez tous les comédiens pour qu'il n'y ait pas là précisément une sorte de résistance. Car si l'on admet que l'on donne un certain rôle à tel ou tel comédien parce que précisément il a des traits morphologiques dans son extérieur et dans son habitus qui font que lui peut jouer ce rôle et pas un autre, il ne faut pas oublier qu'entre le type morphologique et la personnalité, il y a des rapports. Je crois que l'exemple de Bernard Blier souligne ce que je viens ici de dire, car après avoir nié qu'il y ait entre ses rôles et sa propre personnalité des relations véritables, il nous a fait part de certains traits de caractère qui correspondent au rôle qu'on lui donne habituellement. Et j'ai relevé ensuite, dans son comportement, ce que nous appelons une ambivalence, c'est-à-dire la présence de deux tendances opposées qui coexistent et qui se manifestent ou alternativement ou en même temps. Par exemple, il nous dit aimer suivre une filière, aimer suivre certaines traditions, et en même temps, il fait preuve de sentiments de révolte, ce qui est une attitude qui s'oppose au fait de suivre une filière. Je crois que c'est le caractère extrêmement français de Bernard Blier que j'allais faire remarquer tout de suite. Blier, d'une part, aime les époques heureuses, n'est-ce pas? Et je vois très bien Blier sous Falière, je vois très bien les triomphes de Blier au théâtre sous Falière, il me semble que je le vois d'ici. Et d'un autre côté, on pourrait lui demander s'il pourrait se supporter dans une époque aussi heureuse avec tous les caractères d'égoïsme et d'oppression qu'elle représente quand même. Ça c'est exact. Je crois qu'il y a ce côté du français qui est à la fois, disons-le, bourgeois sans penser à mal, et terriblement anarchiste et qui est toujours partagé entre ces deux tendances. Je crois que vous auriez à la fois aimé le boulevard, le succès du boulevard et peut-être la barricade au sortir du boulevard. Oui, absolument. Ça, je suis de votre avis. Ma réaction actuelle est évidemment moins élevée maintenant parce que la vie a changé, heureusement, mais l'époque d'Armand Falière, avec tout ce que ça comporte, j'aurais certainement été plus près de la bande à Bonneau que d'autres. Vous y seriez trouvé et très bien et très mal. Voilà, c'est exact. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a tout de même certains traits de son comportement qui lui sont personnels. Il nous a fait part tout à l'heure d'une certaine indécision, de certains doutes, d'une certaine inquiétude. Ce sont là des traits qui ne correspondent pas
à ceux du français moyen en général, mais qui correspondent peut-être à son propre comportement. Il semble bien qu'il y ait à la base de sa personne une certaine anxiété. Et je crois que l'amour de la filière est une réponse à l'anxiété, de même que le désir de ne pas être en retard quand il prend le train. D'autre part, je ne trouvais pas trouvé tellement révolté, parce que le service militaire, c'est une triste nécessité, mais en somme, les gens sont assez rares qu'ils prennent autrement, n'est-ce pas? L'indulgence pour les fautes imputables à la misère, cela pose pas mal de questions aussi. À tout le monde là. Ah non, pas tout le monde. Non, mais qu'il ait choisi cette réponse à cette question prouve qu'il a quand même un certain sentiment. Je crois qu'il y a également, dans son refus de nommer des héroïnes, de romans, de fiction, dans son refus de faire part de son personnage historique préféré, le désir, comme le disait très justement André Gillois tout à l'heure, de ne pas se découvrir. Et dans ce refus de s'identifier à certains personnages, ce qui nous permettrait de connaître de lui un peu plus, je crois qu'on relève la même attitude que dans le refus de voir dans les rôles qu'on lui attribue autre chose qu'un effet du hasard. Ça, je me permets, est-ce que j'ai le droit de parler? Oui, combien? Je crois que tout à l'heure, je vous ai dit que la qualité que je préférais chez l'homme était la pureté, chez l'homme et chez la femme. Je n'ai pas donné exactement le fond de ma pensée, je crois que c'est la pudeur. Et ce que le docteur vient de dire est très précis. Ça n'est pas un refus quand je ne cite pas un personnage ou une héroïne, quand je n'analyse pas les rencontres qu'il y a entre mes rôles et mes personnages et ce que je suis en réalité. Je crois qu'il y a une forme de pudeur. Je crois que la pudeur est chez moi une dominante. Mais d'ailleurs, il y a au moins un point où vous vous découvrez, à moins que vous ne soyez un monstre de dissimulation, et que vous soyez dit, c'est en effet le seul personnage que je puisse citer. Vous épousez Henriette. Vous épousez Henriette, les femmes savantes, et c'est tellement significatif, en effet. Vous ne croyez pas que cette pudeur est liée à cette anxiété? Je ne sais pas, je n'ai jamais analysé ça. Vous me mettez devant des problèmes qui vont me troubler pendant des années. Non, je crois que nous troublons un peu systématiquement. Je crois que nous tirons un peu, il me semble. Oui, ce qui me paraît plus vrai, c'est qu'en effet, si tout à l'heure Bernard Blier disait qu'il n'aimait pas provoquer, il semble aussi dans ses choix qu'il déteste les provocations. Oui, c'est exact. C'est peut-être ce qu'il appelle d'une façon plus symbolique la pureté et la pudeur. Puis je crois surtout, ce n'est pas déprécier Blier que de dire, il me semble qu'il fait partie de ce genre d'être qui ne rêve pas beaucoup. Qui ne rêve pas beaucoup. Je sais, actuellement, ça fait bien de rêver. Mais il ne nous le dira pas s'il rêve. Si, je rêve comme tout le monde, je fais des rêves professionnels. Non, mais enfin, vous n'enfourchez pas volontiers la chimère. Vous n'avez pas une vie imaginative. Dans la vie, quelquefois, oui. Vous n'avez pas une vie imaginative. Je l'avais plus étant enfant. J'avais ma petite vie comme tous les gosses, quoi. À partir de 9h, quand j'étais couché, j'avais ma petite vie jusqu'à ce que je m'endorme. Et petite vie que j'ai retrouvée d'ailleurs en captivité. Je me fabriquais des rêves. J'arrivais à les guider presque. Docteur Martin. Je fais remarquer que lorsqu'on parle de pudeur, on décrit et on n'explique rien du tout, parce que c'est un mot omnibus qui peut cacher beaucoup d'attitudes affectives inconscientes. Et avant d'interroger Bernard Blier précisément sur son enfance, c'est-à-dire la période de sa vie antérieure, disons, à 12 ans, je fais remarquer qu'à propos des 3 souhaits de puissance, de toute puissance qu'on lui a temporairement accordés, il les a exprimés sous une forme a minima. D'autres expriment des souhaits d'une manière plus spectaculaire. Et il les a exprimés par le petit côté, si j'ose dire, d'une façon extrêmement louable et attachante et qui fait honneur à son cœur, mais qui ne constitue pas, à proprement parler, une manifestation de toute puissance. Et on peut se demander si, également là, il n'y a pas la crainte, ce qu'il appellerait lui la pudeur, mais la crainte de manifester son agressivité ou sa toute-puissance d'une manière adulte. Bernard Blier. Non, je ne crois pas. Je vais vous expliquer pourquoi les vœux de puissance que j'ai formulés sont, comme vous le dites, tout de même assez restreints. C'est parce que la question est mal posée dans notre pays. Je ne veux pas défendre la France, mais enfin, il est tout de même... Elle n'a pas besoin de moi, d'ailleurs. Quand je l'ai défendu, ça s'est pas tellement bien passé. Non, mais je crois qu'il est difficile, tout au moins pour moi, de souhaiter des choses très différentes dans notre pays. Il y a beaucoup de petites choses qui ne vont pas, mais enfin, dans l'ensemble, rien ne me choque. Vous comprenez? À part certaines choses que je vous ai citées, mais qui sont tout de même beaucoup moins graves que d'autres choses, par exemple dans d'autres pays. Vous n'avez pas le goût de la tyrannie. Mais c'est l'éternel. C'est le personnage d'Alain, le citoyen contre les pouvoirs.
Inconsciemment, pas Oui, systématiquement. absolument, mais les pouvoirs étant en général assez restreints, enfin. Oui, je crois que ce que veut dire également le docteur Martin, c'est qu'en effet, vous venez encore de le préciser dans votre réponse, ces souhaits tiennent à des formes essentiellement temporelles, à des réformes que l'on pourrait appliquer dans le cadre des institutions d'un pays donné, et que vous n'avez pas dit par exemple, je voudrais voyager sur un tapis volant. Non. Et ce mélange en vous, n'est-ce pas, de côté citoyen contre les pouvoirs, contre les petits abus d'autorité gratuits, et de colère dont vous parlez quelquefois, est-ce que vous ne croyez pas que ça aurait pu, en d'autres époques ou en d'autres circonstances, aboutir à des réactions peut-être extrêmement violentes dans le genre jacquerie, si vous voulez? C'est exact. Jacquerie, non, mais conseil de guerre, oui. Parfait. Il y aura un jour un qui êtes-vous qu'il faudra bien faire, il faudra interroger Mozart. Parce que je suis toujours surpris de voir que quand on demande à quelqu'un quel est votre musicien favori, qui que ce soit, l'austère ou le débonnaire ou le libertin, tout le monde cite Mozart. Alors je ne tiens pas au comte de Blier la réponse Mozart, et je pense d'ailleurs qu'on aime Mozart. En revanche, Brianchon me surprend, car j'étais tellement sûr que Blier allait nous dire Chardin ou les peintres d'intérieur flamands, ce qui me paraissait beaucoup plus correspondre à son personnage. De la même façon, enfin, je ne veux pas me livrer au petit jeu des contradictions, mais c'est au contraire pour essayer de faire apparaître un personnage unique. J'ai été surpris lorsque vous avez dit que vous n'étiez pas sensible ou que vous n'étiez pas disposé pour les métiers manuels. Je vous aurais tellement vu proclamant l'amour du bricolage. Et non. Non, le bricolage, vous savez, c'est une chose très spéciale. Et c'est, je crois, à mon avis, et le docteur va nous le dire, une forme du refoulement chez les gens qui toute la semaine font un autre travail qu'un travail manuel. Il ne faut pas provoquer le docteur en prononçant le mot refoulement le premier. Je crois qu'on abuse énormément du mot refoulement qui correspond à des mécanismes psychologiques extrêmement précis sur lesquels le temps nous est mesuré et on ne peut pas insister là-dessus davantage. Mais j'aimerais savoir ce qui, dans l'enfance de Bernard Blier, subsiste comme souvenirs principaux lui permettant de retrouver déjà, avant même l'âge de 10 ans, une époque où il aurait peut-être voulu être agressif, il aurait voulu se révolter contre les contrôleurs de son enfance, et où il n'a pas pu. Non, il y a une part de vérité dans ce que vous dites. J'ai été heurté, étant tout jeune, par des professeurs. Je ne veux pas nier la force du corps enseignant, mais... Ils vous ont agacé? Non, pas tous, non, la plupart m'ont séduit. Mais je me souviens d'avoir quitté l'école communale étant enfant et d'être entré au lycée, comme tout le monde, à Condorcet, pour ne pas le nommer, et d'être tombé sur un monsieur qui, voyant que je ne comprenais pas tout ce qu'il me disait... Lui non plus, probablement. Oui. La suite me l'a démontré. Enfin, ce monsieur, ne voyant pas que je comprenais pas tout, se dit, bon, il ne comprendra pas le reste, laissons-le dormir dans un coin. Et il a fallu plusieurs années pour que je retrouve un autre professeur qui a éveillé en moi une certaine curiosité. Jusque-là, je n'étais pas révolté, mais j'ai appris à regarder, on dit tout ça est gênant à dire, mais enfin, j'ai appris à regarder le côté comique des choses. Et par la suite, ayant éliminé certains faits comiques qui se sont accumulés, ma curiosité s'est tournée vers la révolte. Je m'explique très mal. Mais j'étais plus attiré, étant enfant, par le cocasse des situations. J'aimais chahuter, mais j'aimais provoquer des situations cocasses. Je n'étais pas le chahuteur qui... Par exemple, le fait de mettre une boule puante dans la classe ou un seau d'eau au-dessus de la porte ne m'amusait que par la réaction qu'avait le gars qui recevait le seau d'eau ou par la réaction qu'il avait en sentant la boule puante. C'est bien pour ça qu'on généralement le fait. comme ça. Oui, on le fait en général pour ça, mais ça n'est pas toujours le cas. Et je m'amusais surtout étant enfant. Je me suis réfugié dans le comique, dans tout ce que je pouvais attraper de drôle dans la vie. Je me suis dit, j'avais 11 ans, j'étais tranquille, vous comprenez, je me suis dit, voilà, je suis tranquille pour un an, on va bien voir ce que ça va faire. En tout cas, le jet de boule puante ou la pose d'un seau d'eau au-dessus de la porte constitue tout de même plutôt des actes agressifs que hautement comiques. Ah si, c'est non, très comique, précisément, la vertu le du Blier- seau d'eau au-dessus de la porte est certaine. Moi, je Blier le fais veut encore dire couramment. que c'était par comique et par volonté comique Oui. et non par volonté agressive. Non, c'était pour m'amuser. Oui, mais il est bien entendu que c'est agressif parce que le personnage qui devient ridicule parce qu'il reçoit le seau d'eau a été victime d'une agression. Oui, mais Il si y a pas- Blier veut se payer un spectacle et non une revanche, n'est-ce pas? Oui, c'était un spectacle, ça Exactement. n'était pas une revanche, ça n'a jamais été une revanche. Mon Dieu, ce professeur qui ne comprenait pas et que je ne comprenais pas, c'était peut-être moi le fautif d'ailleurs, c'était peut-être paresseux, eh bien ce professeur, je ne lui en voulais pas, je m'amusais. Mais on peut dire qu'il a camouflé son agressivité précisément par
une touche comique. Nul ne pourra vous prouver le contraire. D'ailleurs, tout le chahut à l'école, en général, est une manifestation d'agressivité. Oui, J'espère que mon fils n'entendra pas cette Moi, émission. moi, je croirais plutôt que c'est une manifestation de ce qu'on appelle tout simplement la puissance de jeu ou l'activité de jeu chez les enfants. Non, pas Et- nécessairement. Et il y a un dernier mot dont je voudrais parler à Bernard Blier et qui me semble assez bien définir, non pointant son personnage, que pas mal de zones de réponse qu'il nous a faites et qui n'a pas été prononcé dans cette émission, c'est le bonheur. Eh bien, vous voulez que je vous dise ce que je pense du bonheur? Oui, je crois que vous êtes pour. Oui, je suis pour le bonheur et à fond, mais je crois que les gens fabriquent un peu leur bonheur et quand ils ont la chance de le trouver, ce qui est mon cas, j'ose le dire, eh bien, il faut le fabriquer et quand on l'a fabriqué, il faut le garder parce que c'est très fragile. J'ai peur de la fragilité du bonheur, mais j'y crois énormément. Nous retrouvons l'angoisse. Voilà. Docteur Martin, Nous retrouvons là un mode de pensée magique qui nous ramène à l'anneau de Polycrate, parce que lorsqu'on a le bonheur, évidemment, on a le sentiment qu'une influence maléfique va s'exercer pour le Oui, détruire. C'est exact. J'ai eu des cas, d'ailleurs, je peux me permettre, si vous avez le temps de vous citer un cas. Je me suis marié en 38, j'ai eu un enfant en 39, quelques jours avant la guerre. Et comme beaucoup de Français à cette époque-là, je ne croyais pas à la guerre. J'y avais cru fermement au moment de Munich, comme je t'ai dit, j'étais prêt à partir pour le front. Et alors ça s'était arrangé, je me suis dit, bon, ben, maintenant ça y est. Et en 39, je suis parti en vacances avec ma femme et mon fils. Je venais d'avoir un premier succès au théâtre, enfin... Et j'étais dans le train, dans un wagon-lit. C'était un des premiers wagons-lits qu'on pouvait se payer. Et nous avions un gosse de 1 mois qui dormait dans un hamac. Et là, j'ai eu vraiment conscience du coup dur. J'ai eu peur, c'est ce que dit le docteur est très exact. L'anxiété s'est précisée. Et je ne savais pas exactement ce qui allait arriver. Je croyais plus autant à l'accident de voiture qu'au déraillement, qu'à la guerre. Enfin, je sentais... c'est-à-dire étant parfaitement heureux, vous vous Oui. êtes dit ça ne peut pas durer. Oui, il va y avoir quelque chose. Ben, vous avez été servi. Oui, oui. Là, c'était parfait. Bon, vous n'avez pas d'autres questions à poser à Bernard Mais Blier? enfin, vous êtes en somme quelqu'un qui est capable tout à coup de s'arrêter une seconde dans sa vie, de prendre conscience des éléments qui l'entourent et de se dire « je suis heureux ». Oui, oui, ça je me le dis très fréquemment. Je voudrais poser 2 questions à Bernard Blier. La première, quel est son plus ancien souvenir? J'ai deux anciens souvenirs. Un qui, je crois, m'a été raconté, qui a peut-être éveillé en moi certaines choses que je n'ai peut-être pas vues, ou que j'étais trop petit pour voir. Je suis né en Amérique du Sud, et je suis revenu d'Amérique du Sud pendant la guerre de 14 sur un bateau qui était un cargo. Ma mère était seule femme à bord, avec 3 enfants en bas âge, dont moi. Et on m'a dit, par la suite, parce que c'est une histoire que tout le monde raconte dans la famille, qu'on avait été débarqué à Quiberon, parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait de femmes et d'enfants à bord pour aller pour franchir la Manche. Le bateau devait aller jusqu'au Havre. Et je me souviens, c'est une image que je vois fréquemment, d'une petite barque, d'une malle énorme, et d'une barque qui chahute énormément sur une mer démontée, et entourée d'éléments furieux. Mais ça, c'est une image qui est fréquemment en moi. Il se peut que ce soit le débarquement de Quiberon, pour employer des grands mots, mais je crains que ce soit une chose qu'on m'ait racontée plus tard, vers ma 5e ou ma 6e année, et qui se soit ancrée en moi, que ce soit une image qui m'ait plu et que je l'ai adoptée. Moi, c'est une image qui m'a été familière dès mon plus jeune âge. Puis l'autre, mon Dieu, c'est le souvenir de jouets, de choses... De quel jouet? d'un jeu de cubes, d'un jeu de construction, que j'ai cassé très vite. Agressif. Non, c'était peut-être déjà le goût du bricolage. Précis. Oui. Non, c'est à peu près tout. Je ne vois pas de souvenirs beaucoup plus vagues. Une deuxième question, docteur. La deuxième question est celle-ci. J'ai été très intéressé par la profession de vos parents, ou de l'un de vos parents, celle de biologiste. Oui. Et le passage d'un milieu de biologiste à un milieu de comédien m'intéresse beaucoup. De quelle biologie s'agissait-il? Ouais, mon père avait fait des études vétérinaires et il faisait partie des missions Calmette qui, avant la guerre de 14, ont fondé les instituts Pasteur d'Amérique du Sud. Je crois que vous connaissez ça mieux que moi. Enfin, d'après ce qu'on m'a raconté, ça correspond à ça. Ce qui fait que nous sommes tous nés dans des capitales différentes d'Amérique du Sud. Ça tenait à la fois de la tournée théâtrale et de la tournée médicale. Mais il n'y a pas eu de transition. Enfin, quand j'ai dit à mon père que je voulais faire du théâtre, j'avais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais 10 ou 12 ans. Il m'a dit, tu seras privé de désert jusqu'à temps que tu aies changé d'avis.
Et il m'a dit, on reparlera de ça plus tard, mais quand j'ai été en âge de faire vraiment du théâtre, il n'a fait aucune objection. Tout ça s'est passé très bien et je l'en remercie encore, je remercie sa mémoire parce qu'il m'a beaucoup aidé. Il m'a mis dans une filière qui existait déjà. Vous comprenez, il m'a dit, fais du théâtre, mais fais-le bien. Et il m'a conduit, je me souviens encore, voir un monsieur Léon Bernard, qui est mort maintenant, et je vous dis, j'avais 13 ou 14 ans, mon père m'a conduit voir Léon Bernard et m'a dit, et lui a dit, il l'avait connu, je ne sais pas où, pendant la guerre, enfin, il dit, voilà, mon fils veut faire du théâtre. Très bien, a dit l'autre, qu'il est trop jeune, qu'il revienne dans 5 ans. Et mon père a dit, je tiens à ce que tu fasses du théâtre, dans les règles, entre au conservatoire et si possible à la Comédie Française. La filière existait déjà, je crois qu'elle a toujours existé dans la famille. Bon, eh bien, je vous remercie Bernard Blier, vous n'avez plus rien d'autre à lui demander. Nous allons essayer. On peut au maximum faire remarquer que le petit café que joue Bernard Blier a été créé sous Armand Fallière. Et sous Armand Fallière. Et sous Armand Fallière. Et sous Armand Fallière. Et sous Armand Fallière.